Mama d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur Mamelle, le podcast nourricier qui voyage au cœur de la maternité. Célébrer l'enfantement, honorer toutes les histoires de mères à la fois singulières et universelles, explorer les mystères qui entourent la naissance des origines à aujourd'hui, se reconnecter avec la nature pour renouer avec sa vraie nature. Voilà l'essence de Mamelle. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace pour te faire connaître cette vision à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale de la maternité. Ici, tu voyageras à travers les témoignages de mamans venues des quatre coins du monde, qui te transmettront leur histoire de femme et de mère, mais aussi leurs us et coutumes afférentes à la maternité. Mamelle se veut être un podcast qui renoue avec notre instinct primaire, primitif, animal, la femme sauvage qui sommeille en toi et qui reprend ses droits et sa place dans la nature et en connexion totale avec elle. Se nourrir, se ressourcer, accueillir ce qui y est pour révéler toute cette puissance intérieure que tu as en toi. Mamelle, c'est aussi un programme en ligne, Naissance holistique, créé par deux doulas franco-australiennes et par moi-même, pour que les couples puissent se préparer en confiance et en conscience à la naissance et au postpartum. Aussi, c'est 41 thématiques qui sont abordées dans ce programme en format audio et visio, avec des professionnels tels que pédiatres, sages-femmes, naturopathes, conseillères en lactation. Une vision holistique de la naissance pour que vous et votre partenaire puissiez vous sentir informés, confiants et puissants le jour J. Mais ma mission première est de te proposer des épisodes authentiques, dont le but est de nourrir, fortifier ta maternité par la curiosité. Ouvrir son regard sur la maternité, sa maternité, c'est se donner la liberté de penser sa maternité autrement, différemment, et d'être alors en capacité pleine et entière de créer sa propre maternité. Aujourd'hui, c'est Élodie que je reçois dans mon espace. Élodie est une maman de 3 enfants. Elle revient dans cet épisode sur ses 3 naissances, son cheminement personnel entre chacune d'elles. Élodie vous parlera également du métier qu'elle a exercé pendant 10 ans avant d'être doula, à savoir soigneur dans un parc animalier. Un contact au plus près des animaux, des mammifères, des naissances, des girafes notamment, qui nous apprennent tellement sur les conditions, notamment dans lesquelles nous sommes faites pour enfanter en tant que mammifères. Un épisode que je vous laisse sans plus tarder découvrir. Bonjour Élodie. Bonjour. Je suis vraiment ravie de t'avoir aujourd'hui au micro. Ça fait un petit bout de temps qu'on se suit l'une et l'autre, en tout cas sur Instagram. Et c'est vrai qu'à plusieurs reprises, tu as pu me contacter et échanger sur les différents posts. Et notamment un jour où tu m'as dit franchement l'évolution, ce qui t'a amené en tout cas à ta maternité et aussi la vision du côté animal que tu as de par l'un des métiers que tu as exercé. Et en tout cas, tu pourras nous en dire plus dans un second temps, dans une deuxième partie de cet épisode là-dessus, sur ce contact que tu as eu aussi avec le monde, le règne animal. Mais dans un premier temps, en tout cas, pour moi, j'ai été vraiment happée et touchée, notamment par ton histoire quand on a échangé en call préparatoire, mais aussi parce que tu partages sur ton compte Instagram et sur tout ce cheminement que tu as eu avant d'entrer dans la maternité. Et donc voilà, c'est vraiment un honneur que j'ai aujourd'hui, en tout cas, de pouvoir échanger avec toi, que tu puisses déposer ce que tu as à déposer sur ta maternité. Et peut-être sans plus tarder, Elodie, je vais te laisser la parole pour te présenter brièvement, nous dire voilà, qu'est-ce que tu fais et nous présenter aussi brièvement ta petite famille. Ouais, pas de souci. Bah, écoute, déjà merci beaucoup, de me donner l'opportunité d'enregistrer un podcast avec toi. Je suis vraiment très, très contente et puis, bah, donc moi, c'est Élodie, je suis, une ancienne soigneuse animalière. J'ai exercé ce métier pendant près de 10 ans, à travers, plusieurs stages et puis, ben, un poste pendant 8 ans dans un parc, heu, avant de me reconvertir en tant que doula et coach périnatal et parental. Voilà, donc ce cheminement, il a vraiment pris, pas mal de temps avant d'en arriver là et en fait, c'est mon rôle de maman aussi qui m'a un peu, menée, sur ce chemin. Heu, donc voilà, donc j'ai 3 enfants, une grande de 8 ans, un garçon de 6 ans et un petit dernier garçon de 2 ans et demi et je suis en couple avec mon homme depuis bientôt 12 ans. Donc l'envie de fonder ma propre famille, elle est venue assez vite, on va dire, dans ma vie. Depuis toute petite, je savais que je voulais des enfants, je savais que je voulais des enfants tôt. On va dire que j'ai
eu un passé un peu hors du commun dans le sens où j'ai dû devenir adulte assez vite, heu, de par la séparation de mes parents comme une grande majorité de la population, mine de rien, je il y a quand même beaucoup de parents qui sont séparés. Mais c'est mais c'est vrai que voilà, enfin, mes parents étaient pas vraiment disponibles comme j'aurais eu le besoin et c'est aussi ce qui m'a fait grandir vite et hem et qui m'a vraiment donné envie de prendre mon envol et voilà, de créer ma propre famille. Mmh. D'accord. Voilà et donc je me suis mise en couple avec mon chéri en 2012 et moi je commençais mes stages de soigneur animalier donc voilà, j'ai un peu parcouru, pas mal de parcs. Ouais. Et en fait, quand je suis revenue dans ma région d'origine, on s'est installés et c'est vrai qu'à peine 6 mois après, j'ai commencé à lui parler de mon désir d'avoir un enfant. Ouais. Voilà, donc ça on a pris le temps parce que lui, il se sentait pas forcément prêt. Pour lui, notre situation n'était pas forcément adaptée à l'arrivée d'un enfant. Ouais. Donc voilà, donc on a pris un peu de temps, on a pris plusieurs mois, voire même peut-être 1 an et demi avant de mettre, en route notre premier enfant. Alors justement, comment est né ce en tout cas, tu viens de l'expliquer, ce désir d'enfant et comment, en tout cas, l'annonce de la grossesse est arrivée? Alors, moi j'étais vraiment très excitée en fait de d'avoir ce bébé Ouais. et heu et tout le monde me disait: «Ouais, mais emballe-toi pas, tu verras, ça va prendre plusieurs mois, machin, bidule chouette et tout» et en fait, j'ai arrêté la pilule et le cycle d'après, je suis tombée enceinte, quoi. Ça a été Ouais, très rapidement. rapide Mmh. Ouais. et c'était assez ouf parce qu'en fait, j'ai tout de suite su que j'étais enceinte. Vraiment, Ouais. enfin, c'est difficile à expliquer Bah si, justement, vas-y Elodie, parce que j'adore ça, justement, voir comment tu as pu ressentir ça, en fait, en amont. Je trouve ça toujours chouette de partager ça. Ouais, bah, en fait, voilà, j'ai senti l'implantation de l'embryon, j'ai vraiment tout senti et c'est assez drôle parce que, on est partis à Disney en famille et j'arrêtais pas de dire: «Mais, je sais pas, est-ce que je peux faire les attractions? Je suis sûre que je suis enceinte». Enfin voilà, j'étais un peu bassinée avec ça alors Mmh. D'accord. que, enfin voilà, que c'était vraiment, tout récent quoi, et heu et donc j'avais ma demi-sœur qui était avec moi et qui est naturopathe et qui me dit: «Écoute Élodie, si tu sens les choses, c'est que c'est le cas, quoi». Ouais. Et c'est vrai que j'étais vraiment très excitée, j'attendais avec impatience, de pouvoir faire le test de grossesse et la semaine d'après, en fait, on partait en vacances et donc j'avais acheté mon test de grossesse pour pouvoir le faire en vacances et du coup, ben, le matin de le faire, impossible de dormir tellement que j'étais excitée. Ouais. J'ai j'ai dû le faire, il devait être 5 heures du matin, quelque chose comme ça, parce que j'attendais vraiment ce premier pipi qui est quand même le pipi le plus Bah concentré, en fait, oui. qui Ouais. Mmh. a plus de chances, en fait, de donner un test positif et du coup, voilà, je suis sortie des toilettes, le grand sourire, les larmes aux yeux, mon homme pareil quand il a compris, on était à 2 doigts de pleurer tous les 2. C'était vraiment un moment, magique, quoi. On était Ouais. au bord de mer, on découvrait ma première grossesse, Magique. donc Alors comment justement, Elodie, tu te prépares, à traverser cette grossesse? Est-ce que, tu avais déjà des a priori, des choses que tu souhaitais, que tu ne souhaitais pas, notamment sur le projet de naissance peut-être? alors non, vraiment pas du tout. En fait, je me suis vraiment laissée happer par la grossesse. En fait, les choses sont vraiment venues au fur et à mesure. Je me suis mise aucune pression. Hem, c'est vrai que moi, je suis de nature à prendre le moins de médicaments possible et vraiment en prendre qu'en cas de nécessité. Parfois, j'attends peut-être un petit peu trop même. Ouais. Mais voilà, donc c'est vrai que pour moi, c'était une évidence, en fait, de me préparer à accoucher sans péridurale. Sachant que ma mère, elle a accouché 3 fois sans péridurale et quand j'ai pu en discuter avec elle, enfin, elle l'a très, très bien vécu et enfin, elle me disait, enfin: «N non, j'ai pas eu mal, quoi». Donc je me suis dit: «Ben, si ma mère a pu le faire, pourquoi moi je pourrais pas, quoi?» Donc voilà, je me suis vraiment préparée, dans cette optique-là. J'ai une sage-femme qui était vraiment géniale et qui m'a vraiment accompagnée. Hem Et puis, bah, toujours ma demi-sœur, naturopathe aussi qui m'a donné pas mal de conseils aussi, qui m'a beaucoup guidée, qui a eu, ben, à l'époque, elle avait eu 3 accouchements sans péridurale aussi, donc elle m'avait donné pas mal de tuyaux. J'ai fait de la préparation à l'accouchement dans l'eau qui Oui. qui m'a beaucoup aidée.
pour travailler pour travailler le souffle, et puis, bah, soulager toutes les douleurs physiques qu'on peut avoir pendant la grossesse aussi. Vraiment ça, c'était génial. Voilà, après en termes, par rapport à l'allaitement, c'est vrai que pour moi, c'était pas forcément une évidence au début parce que, ma mère, elle a allaité, mais moi, elle m'a allaitée de 15 jours parce qu'après elle avait chopé une infection, donc elle avait dû arrêter et donc voilà, vraiment, enfin l'allaitement pour moi, c'était: «Ouais, je vais essayer, on verra ce que ça donne», et puis en fait, j'ai allaité du coup ma première pendant, presque 4 ans, Waouh. et donc 2 ans en co-allaitement avec son frère du coup. Et oui. Alors peut-être avant de passer justement à cette période de postpartum, avec notamment cet allaitement, comment s'est passée cette rencontre avec ton premier enfant? Comment, tu as accouché et comment en tout cas tu es née mère toi aussi à ce moment-là? Alors c'est vrai que moi je m'étais mis en tête, je sais pas pourquoi. Alors déjà je dans ma tête, pour moi j'attendais des jumeaux, donc ce qui était assez dingue, on va dire, Ouais. d'avoir cette sensation-là. Et c'est vrai qu'en tout début de grossesse, j'ai eu des grosses pertes de sang, on est allé contrôler à la maternité, on m'a dit que tout allait bien, le bébé allait bien, et j'ai quand même posé cette question et on m'a répondu: «Non, non, il y a c'est pas possible, regardez, il y a qu'un bébé, tout va bien». Et en fait, on en est resté là. Mais j'avais toujours, je sais pas, j'avais toujours ce petit truc en tête, que pour moi, potentiellement, j'avais perdu le jumeau de ma fille. Mais voilà, c'était vraiment, loin dans mes pensées, même si c'était quand même un peu présent. Et du coup, après je m'étais mis en tête que j'accoucherais avant terme. Voilà, je sais pas pourquoi. Alors est-ce que c'était l'excitation de rencontrer ma fille ou, je sais pas. Et au final, en fait, j'ai été déclenchée à 42 semaines parce que j'avais aucun signe de travail, quoi. Le col était fermé, long, enfin rien du tout. Donc voilà, donc je suis rentrée à la maternité, la veille. On m'a mis un tampon pour maturer le col, qui n'a pas fonctionné. Ça a créé des contractions, mais enfin, contractions qui n'ont pas eu d'efficacité sur le col. Donc le lendemain matin, on m'a reposé un tampon qui, pareil, n'a rien fait. Et donc dans l'après-midi, on m'a montée en salle de naissance pour me poser la perfusion du coup. Et heu et en fait, enfin, à un moment donné, là, il y a une sage-femme à demi-mot qui m'a laissé penser que si ça continuait comme ça, j'irais en césarienne. Ouais, 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 mais sur le coup, j'ai pas vraiment capté, en fait. C'est comme si j'avais pas entendu le mot césarienne. Ouais, ouais, ouais. Il y avait une raison particulière pour qu'elle te dise ça ou pas? Non, 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 même pas parce qu'en fait, enfin, le cœur de ma fille, elle est très, très bien. Et avec le recul, je pense, après c'est mon avis personnel, mais étant donné qu'on était 5 à accoucher le même jour, ouais, voilà, donc je pense que c'était un peu la facilité pour libérer une salle. Je pense qu'ils étaient, voilà, ils étaient chargés de boulot. Mais au final, on m'a percé la poche des os et c'est là où tout s'est déclenché, en fait, une demi heure après d'avoir percé la poche des os. En fait, ça a été très rapide parce que, à peine 3 heures après, ma fille était dans mes bras, donc Oui, donc relativement rapide, ouais, effectivement. OK. ouais. Et heu j'ai eu beaucoup de chance parce que donc j'avais préparé mon projet de naissance en expliquant que je voulais accoucher physiologiquement, sans péridurale, que je voulais un clampage tardif, mise au sein directement, qu'on me foute la paix avec ma fille et puis mon chéri, au moment de la naissance. Et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'à 19 heures, il y a eu changement d'équipe qui était beaucoup plus détendu. Et en fait, quand la sage-femme, elle m'a vue, sur le lit, sans péridurale, à gémir, elle m'a dit: «Mais attendez, on va vous mettre sur un ballon». Et c'est vrai qu'on nous avait un petit peu envoyé bouler, juste avant, quand on avait demandé si je pouvais bouger. Mais je pense qu'ils avaient pas envie de prendre le temps de s'occuper de moi parce que pour eux, c'était, pour eux, je pense que j'allais finir avec une péridurale ou un césarienne ou je ne sais quoi. Donc ils ont pas voulu se prendre la tête et surtout on se plaignait pas plus que ça, quoi. Et donc la sage-femme, elle arrive, elle me met sur le ballon parce qu'elle avait lu donc mon projet de naissance et elle avait vu que je voulais accoucher sans péridurale. Donc elle m'a mis sur le ballon, elle m'a apporté le masque aussi pour me soulager un petit peu. Sauf que, en fait, 20 minutes après qu'elle soit arrivée à peu près, je pense, elle m'examine et puis elle me dit, qu'en 1 heure, je suis passée de 4 à 5. Je dis: «Non mais j'en peux plus en fait, je veux la péridurale». Et là, elle me dit: «Bah, attendez, je vais voir si l'anesthésiste, il est dans le coin», et puis elle regarde, elle me dit: «Je suis désolée, mais en fait, l'anesthésiste, il est sur une urgence, je sais pas quand est-ce qu'il va pouvoir venir».
Sauf qu'il y a l'auxiliaire puéricultrice qui arrive derrière, qui me dit: «Ne vous inquiétez pas, il est juste là, il arrive». Et là, en fait, j'ai compris que la sage-femme, elle voulait m'aider à respecter mon projet de naissance et je pense qu'elle avait compris que le travail, en fait, il avançait plus vite et en fait, après, quand elle est revenue 20 minutes après où là, je commençais à crier, en fait, elle me dit: «On va réexaminer votre col» et puis, donc là, on regarde et elle m'a dit: «Bah, vous êtes à 8, 20 minutes après» et j'ai dit: «Non, c'est bon, on annule tout, je ne veux plus la péridurale, je vais jusqu'au bout sans péridurale». Mmh. Elle avait bien fait quand même de pouvoir justement respecter ce projet que tu avais. Ouais, ouais, non, carrément. Je pense vraiment qu'elle a compris ce qui se passait et qu'elle a tout mis en œuvre pour, heu, pour m'aider à respecter mon projet de naissance et en fait, elle a été d'un soutien. Alors autant mon homme a été d'un soutien énorme, en plus, enfin, l'équipe médicale ont été super. Ils lui ont apporté une balle, lui ont expliqué comment soulager les douleurs parce qu'en plus, j'avais des douleurs dans les reins. Donc elles lui ont donné une balle pour qu'il me masse le dos, ce qui me faisait énormément de bien. Moi, j'étais sur le ballon, j'étais super bien et heu et donc en fait, elle a eu que des mots d'encouragement et je pense que c'est ça qui m'a aussi beaucoup aidée. Heu, même mon conjoint était très encourageant. J'ai vraiment eu une bulle en fait, heu enfin remplie d'encouragement du coup et en fait, j'ai eu aussi la chance, c'est ça je l'ai pas dit, c'est que, on a fait comme chez nous. Hem, on s'est mis dans le noir avec la musique et je pense que ça a aussi beaucoup aidé à me détendre et à me mettre dans ma bulle. Parce qu'en fait, vraiment du coup, je calculais rien du tout. Enfin, j'étais comme si j'étais chez moi, j'étais vraiment naturelle, enfin si j'avais je criais dès que Dans j'avais votre envie de cocon, ouais. voilà Mmh. et donc du coup, bah, la sage-femme vraiment elle m'encourageait, elle me disait que c'était super ce que j'étais en train de faire, donc voilà et du coup ma fille est née, ben, le travail s'est mis en route, ouais, à 19h-19h30 et ma fille est née à 22h01. Mmh. Alors comment se passe cette rencontre justement et l'après? Tes premiers pas, dans ta nouvelle vie, en tout cas avec cette casquette-là de maman? Ouais, alors, moi j'avais envie d'essayer d'accoucher sur le côté Ouais. et et en fait j'arrivais pas à pousser sur le côté donc malheureusement ils m'ont mis sur le dos et donc la poussée était assez longue, elle a duré plus d'1/2 heure, heu, mais voilà, elle a fini par sortir avec presque, étant donné que j'avais demandé à ce qu'il n'y ait pas d'épisiotomie, donc du coup ils y ont pas touché et j'ai eu une légère déchirure enfin elle m'a fait un point mais elle m'a dit franchement, elle m'a dit: «Je suis même pas sûre que ce soit nécessaire». Malheureusement après en fait, ben, j'ai eu beaucoup de mal à sortir le placenta. Donc ils ont dû m'endormir. En fait, j'ai fait une rétention placentaire. Donc ils m'ont dû m'endormir étant donné que j'avais pas la péridurale. Donc ma fille est partie avec son papa, faire du pot à pot pendant que le gynécologue, bah, intervenait et donc j'ai fait une petite hémorragie mais au final qui s'est très, très vite, résorbée. Tout s'est bien passé. Après j'ai été réveillée, on m'a apporté ma fille. Et j'ai pu la mettre quand même au sein, tout de suite à la naissance donc je l'ai mise au sein sans qu'on me demande rien en fait. Heu, j'ai fait les choses, instinctivement, on va dire. En fait, la sage-femme, quand elle voyait que mon placenta, il avait du mal à se décoller, donc elle m'encourageait à continuer à mettre ma fille au sein. Et ben, forcément, quand on a bébé au sein, on crée de l'ocytocine, donc l'ocytocine va permettre aussi de détacher le placenta. Et donc voilà, malheureusement, malgré tout ça, ben, j'ai quand même dû être endormie. Ils m'ont sorti le placenta et puis après, ben, dès que j'ai été réveillée, ils m'ont ramené ma fille, mon conjoint était là et on nous a laissés dans notre bulle, nous rencontrer tranquillement, avant de monter en chambre. En tout cas, un projet de naissance respecté et aussi, en tout cas, cette volonté de conserver votre petit cocon comme à la maison aussi respecté. Donc ça, c'est beau à entendre. Alors pour le coup, une mise au sein et un allaitement, tu en parlais justement tout à l'heure qui s'est alors est-ce que le début déjà s'est bien passé? Parce que malgré le fait que ça a duré presque 4 ans et qu'il y a eu un co-allaitement aussi, en cours, le début en tout cas, comment ça s'est passé? Alors ça s'est super bien passé, Ouais, moi j'ai eu quelques crevasses comme oui. beaucoup, mais en fait qui se sont résorbées dès que j'ai eu ma montée de lait, que ma fille elle a compris comment bien prendre le sein. Hem, donc aucun souci, la montée de lait, elle est arrivée très, très vite, presque pas douloureuse. C'est même à un moment donné où le personnel, ils me disent: «Est-ce que vous avez eu votre montée de lait?»
Je leur dis: «Bah, écoutez, j'ai eu des picotements dans les seins, mais franchement, enfin, Ouais, rien de pas plus. Mmh. pas de douleur, donc je sais pas». Elle me dit: «Non, mais cherchez pas, c'est la montée de lait». Ah bon, bah, OK, d'accord. Donc voilà. Après, c'est vrai que ma fille est née avec un petit poids, elle faisait 2,9 kg et donc c'est vrai que le personnel médical était assez pointilleux sur la prise de poids. Malheureusement, bah et étant donné que j'ai fait de la rétention en fin de grossesse, plus le déclenchement, bah, en fait, elle était remplie d'eau. Donc en fait, elle perdait toute l'eau qu'elle avait accumulée et donc du coup, c'est vrai que, ben, ça, le personnel, ils ont pas vraiment pris en compte. Donc ils me mettaient un petit peu la pression par rapport à sa prise de poids, me menaçant de la complémenter. Ouais. Ce que j'aurais refusé d'ailleurs et en fait donc encore une fois, ma demi-sœur qui a été très présente, m'a dit: «Écoute Élodie, ne te prends pas la tête, déstresse, détends-toi, tout va bien se passer. Déjà couvre ta fille parce qu'en fait elle perd, beaucoup de calories à se réchauffer, donc tu la couvres au niveau de la tête, des mains et des pieds Ouais. et sa perte de poids est tout à fait normale» et ma sage-femme derrière m'avait dit pareil, que c'était tout à fait normal que ma fille avait perdu du poids par rapport à la rétention d'eau et puis au déclenchement. Donc voilà et en fait, au final, bon, même s'ils m'ont gardée une journée de plus pour être sûre qu'elle reprenne bien du poids, bah, du coup, je suis restée 4 jours à la maternité, mais au final, l'allaitement s'est plutôt bien mis en route et c'est plutôt bien passé. Mmh, tant mieux, tant mieux. Alors Mmh. justement, tes 1 pas dans le postpartum à proprement parler, est-ce qu'il a été doux pour toi ou est-ce qu'il a été, en tout cas, très mouvementé? Alors, bah, écoute, non, franchement, il a été, super doux. Enfin, on est rentrés à la maison. En plus, j'avais un bébé qui était plutôt calme, qui qui pleurait juste pour être mis au sein. Donc ça, c'était vraiment génial. Elle nous a fait peut-être deux crises de coliques, mais encore parce que je savais que j'avais mangé quelque chose qui ne lui correspondait pas. Mais sinon, à côté de ça, enfin, c'était idyllique, quoi. Franchement, les nuits, elle a dormi très vite. Elle nous a enchaîné, ouais, des cycles de sommeil assez vite. En 1 mois et demi, je pense elle nous enchaînait plusieurs cycles de sommeil. Le matin, elle se réveillait vers 8 heures et puis elle se rendormait jusqu'à 11 heures, donc c'était assez, enfin vraiment, ultra reposant ce postpartum. Il y a juste un petit truc où moi je sais pas, je passais mon temps à toucher mon ventre comme Mmh, un c'est vide. vide. Mmh. Ouais, voilà, comme un vide et c'est vrai que ça m'a beaucoup, et mon conjoint tout le temps il me disait: «Mais elle est là, il y a tu as plus besoin de toucher ton ventre, elle est là, quoi». Mais voilà, j'avais ce Mmh. manque. Alors, est-ce que c'est par rapport à la sensation de son jumeau ou est-ce que c'était le deuil de ma grossesse? Voilà. Même, Mmh. des années après, je sais pas trop. Ouais. M mais en revanche, quelques années après, enfin quelques ouais, 1 an et demi après, 2 ans, j'ai emmené ma fille chez un homéopathe qui avait fait parce qu'elle a fait des chalazions au niveau des yeux. Oui. Et en fait, l'homéopathe, quand il m'a demandé comment s'était passée la grossesse, l'accouchement et tout, je lui ai dit: «Ben, elle voulait pas sortir». Et là, il me regarde, il me dit: «C'est elle qui voulait pas sortir ou c'est vous qui vouliez pas qu'elle sorte?» Mmh. Et là, en fait, j'ai tout revu dans ma tête et je me suis dit: «Ouais, en fait, c'est moi qui voulais pas qu'elle sorte». Ouais, ouais, ouais. C'est fort ça, effectivement, tu m'en avais parlé en call préparatoire et c'est vrai que quand on arrive en tout cas à mettre, ce type d'image, de passage en tout cas derrière les mots, certains, je veux pas tout, mais certains mots en tout cas de nos enfants, je trouve ça assez incroyable en tout cas. Oui, ouais, ouais, non, c'était assez ouf. Alors justement, tu disais donc un co-allaitement, par la suite, ce qui veut dire que tu en as eu ton 2e enfant, 2 ans après? 1 an et demi après? C combien de temps? Ouais, c'est ça. Alors, ben, comme je disais, enfin, j'avais ce manque de la grossesse et c'est vrai que très vite, j'ai ressenti l'envie d'avoir un deuxième enfant, l'envie qui était partagée avec mon conjoint. Ouais. Hop. Et donc en fait, j'ai eu mon retour de couche aux 12 mois de ma fille. Le jour de ses 12 mois, c'était assez drôle et en fait, bah, 3 mois après, je retombais enceinte. D'accord. Comment tu l'abordes justement cette enfin ce souhait, cette annonce et notamment avec ton compagnon aussi? Est-ce que vous aviez en tout cas envie d'avoir une, 2-3 enfants? C'était un souhait de votre part ou pas du tout? Vous vous laissiez porter par la vie? Alors moi, avant d'être maman, je voulais un enfant. D'accord, OK. Voilà et c'est vrai qu'en fait, je me suis vraiment découvert une réelle passion pour la maternité. Je me sens tellement épanouie en fait dans mon rôle de mère, Ouais. hem, que ouais, pour moi, c'était une évidence après avoir été mère, c'était une évidence
d'en avoir plusieurs. Ouais. Et c'est vrai que c'était assez partagé avec mon conjoint. C'est sûr qu'on en voulait 2. Le troisième, ça a été une discussion un peu plus longue, on va dire. Heu, mais voilà, le deuxième, en fait, ça a été une évidence pour tous les 2 au moment où on s'est mis à en parler. Même si lui, il avait peur en fait de pas avoir autant d'amour qu'il en avait pour sa fille, pour ce second enfant. Et en fait, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit: «En fait, à partir du moment où je pense que tu te poses la question, forcément, en fait, tu vas apporter, ce sera peut-être pas le même amour, mais ce sera, enfin, il sera aimé. Il sera aimé Bien comme, sûr. à Mmh. ta Ouais. quoi». Mmh. Mais c'est Donc voilà. intéressant d'avoir de se poser en tout cas qu'il puisse mettre les mots aussi sur ça, sur ses ressentis et aussi, c'est ce que ça inclut aussi le fait d'avoir un autre enfant avec ce partage d'amour par rapport au premier et puis un petit peu c'est le deuil aussi de l'exclusivité, d'avoir un enfant seul. Oui, oui, exactement, ouais. Et puis après, c'est drôle parce que c'est un homme qui communique, assez facilement, on va dire. Et il en avait discuté aussi avec ses frères qui lui avaient dit la même chose, qu'eux, ils avaient aussi cette crainte et qu'au final, ben, forcément, l'amour, il était là, quoi. Bien sûr. Mmh. Donc voilà, donc ça m'a beaucoup rassurée. Ouais. Et, et moi, je voulais tomber enceinte et lui annoncer pour notre anniversaire de rencontre. Hem, bon, au final, je suis tombée enceinte, enfin, le mois d'avant, et en fait, j'ai pas réussi à tenir ma langue. C'était trop long, 1 mois. Ouais, non, c'est ça, ouais. J'ai fait mon test de grossesse, je suis sortie des toilettes avec le grand sourire et tout. Je me Ouais. dis: «Mais il se passe quoi là?» Et donc j'ai pas pu retenir. Ouais. Donc voilà, mais c'était un pur bonheur. Mmh. Alors pour le coup, comment tu l'abordes cette, seconde grossesse? Est-ce que tu l'abordes aussi, j'ai envie de dire, sereinement que la première et comment elle se déroule notamment jusqu'à l'accouchement? Alors ouais, ouais, j'étais super sereine, surtout après avoir vécu, donc du coup, cette première grossesse qui s'était super bien passée. Malgré quelques petites inquiétudes que les médecins avaient eues, notamment ils me surveillaient pour une potentielle hypertension, mais au final qui a jamais eu lieu. D'accord. Mais malgré ça, enfin vraiment j'étais ultra sereine, enfin voilà, détendue, tout allait bien. Par Ouais. contre, j'étais très fatiguée. Le premier trimestre, c'est vrai que je dormais beaucoup. Je rentrais du boulot, je me faisais une sieste avant d'aller récupérer la grande, parce que sinon je tenais Tu pas. épuisée, ouais. Mmh. Ouais. Et Mmh. hem et je me suis fait arrêter à j'étais enceinte de 5 mois, je crois, quand je me suis fait arrêter. Ouais. Et en fait, à 6 mois de grossesse, on m'avait dit qu'il fallait que je me calme un petit peu parce que voilà, que le col, il commençait un petit peu à fatiguer, donc voilà. Sans gravité, rien du tout, mais il fallait quand même que je me pose un petit peu, donc heureusement j'étais arrêtée. Ouais. Mais voilà, sinon, ouais, tout s'est bien passé. Franchement, il y a rien eu Et ton de projet de naissance, est-ce qu'il était le même? Je me doute, en tout cas, ouais. que la première, voilà et comment ça s'est passé cette fois-ci? Ouais, alors mon projet de naissance était le même, et en fait, dans ma maternité, il y a une salle nature Oui. que j'avais déjà demandé pour la première, mais vu que j'avais été déclenchée, j'avais pas pu, avoir accès, et donc j'avais redemandé pour mon deuxième. Et pareil, je me suis préparée. Alors ma sage-femme s'était formée à l'acupuncture, donc on avait fait de l'acupuncture. J'avais fait préparation à l'accouchement dans l'eau. Monsieur était venu avec moi cette fois-ci à presque tous les cours, donc c'était Ouais. vraiment chouette. Hem et donc pareil, accouchement physiologique, je souhaite un accouchement physiologique, clampage tardive, mise au sein tout de suite après l'allaitement, tout de suite après l'accouchement. Hem et puis ouais, accouchement physiologique quoi, du mieux que je pouvais, dans l'obscurité, avec la musique. Ouais, pareil, donc même cocon en tout cas aussi que vous aviez préservé pour le la première. Voilà, exactement. Et donc du coup, en fait, arrivé la veille d'accoucher, hem, étant donné que j'ai été déclenchée pour la première, que je ne voulais absolument pas être redéclenchée. Vraiment, c'était une grosse peur. Je crois que c'était ma plus grosse peur, c'était d'être à nouveau déclenchée. Sauf que ma sage-femme m'avait clairement dit, étant donné que j'ai accouché post-terme pour la première, qu'il fallait que je me prépare. C'était pas une évidence, mais qu'il fallait quand même que je me prépare à accoucher après terme.
Donc, donc voilà, donc je me suis formatée à accoucher après terme, et du coup, je me suis préparée dans ce sens-là. Et lorsque j'ai fait le rendez-vous du jour du terme, j'ai dit au gynécologue, je ne veux surtout pas être déclenchée. Même si je dépasse le délai, je ne veux pas être déclenchée. De là, s'en est suivi de menaces en me disant que de toute façon, eux, à 42 semaines, ils déclenchent ou alors ils ne me suivent plus. D'accord, waouh, OK. Voilà. Et donc, j'ai dit, ok, mais il va falloir trouver une solution parce que je ne veux pas être déclenchée. Donc, elle a essayé de me faire peur en me disant que machin, il y avait plus de risques que le bébé il meure dans mon ventre après terme et tout ça là. Et donc, du coup, j'étais à J+3. Donc, deuxième rendez-vous, je lui dis, bah, faites-moi un décollement de membrane. Parce que je veux pas être déclenchée, quoi. Donc, faites-moi un déclenchement de membrane. Donc, elle m'a fait le déclenchement de membrane. Et en fait, le soir même, j'ai commencé à avoir des contractions. Mais je savais que c'était pas des contractions, enfin, j'avais compris que c'était pas des contractions de travail. Mais quand même, j'ai appelé ma mère, je lui ai dit: «Écoute, est-ce que tu peux nous garder la grande? Parce que je pense que cette nuit, on part à la maternité». Donc voilà, donc on lui amène la grande et puis, mais ultra détendue avec le papa, vraiment, no stress. Ma mère, elle me voyait, elle voyait que quand même j'avais du mal à tenir en place et puis elle me disait: «Mais tu devrais être quand même aller à la maternité parce que ça a l'air douloureux». Je lui dis: «Mais non, ça va et tout, t'inquiète pas, je sais que c'est pas pour maintenant». Et puis en fait, elle, ça l'a inquiétée un petit peu quand même. Ouais. Pour elle, j'allais accoucher là dans la foulée. Et je lui dis: «Mais non, t'inquiète, tranquille, on va aller manger un petit bout avec mon chéri». Donc on allait se faire une friterie, on adorait la friterie, donc on allait Ouais. manger. Mmh. J'adore, ouais. Et elle me dit: «Non, mais elle m'a dit: "Tu vas pas manger à la friterie, tu vas accoucher dans la friterie, tu vas perdre des os, tu es complètement inconsciente"». Je lui dis: «C'est bon, laisse-moi tranquille, je sais ce que je fais». Donc on lui laisse la grande, on part manger notre friterie et puis on rentre chez nous tranquillement. On se pose devant koh, c'était le soir de koh, donc on se pose devant koh. Et j'ai ma petite sœur qui était avec mon papa à ce moment-là et puis ils discutaient et mon papa qui me dit: «Non mais va à la maternité». Je lui dis: «Non mais c'est bon, foutez-moi la paix en fait, je sais ce que je fais, je sens ce qui se passe en moi, vous inquiétez pas, j'irai quand il y aura besoin». Et en fait, vu que tout le monde me bassinait, à la fin de koh j'ai dit: «Allez, on va aller faire un contrôle, ça va rassurer tout le monde». Puis on est arrivé à la maternité, enfin, la sage-femme, elle a très vite compris ce qui se passait, donc elle m'a fait marcher, on a fait monito et tout, puis bon, moi j'étais ultra détendue, même si j'ai des contractions, qui me titillaient un petit peu, enfin, je bouquinais, on discutait, on rigolait, et en fait, au bout de 2 heures, elle me dit: «Bah écoutez, vous habitez juste à côté, je vous laisse rentrer chez vous». Elle m'a dit: «De toute façon, quand je vous ai vu arriver, je savais que c'était pas pour maintenant». Ouais. Mmh. Donc voilà, donc elle m'a donné des space-fonds, j'ai mis du chaud sur mon ventre et puis elle m'a dit: «Vous verrez bien et puis si vous avez besoin de revenir, vous revenez, il y a aucun problème». OK. Donc on rentre, il était quoi? Il était presque 2 heures du matin et donc on arrive à se coucher, à s'endormir et moi 1 heure et demie après, je me réveille et là je me dis: «Ouais, non, là c'est pas les mêmes contractions». Ouais. Il y a une évolution. Oui, voilà. Et donc je dis à mon conjoint, je lui dis: «Écoute, reste dormir tranquillement, vas-y, récupère, je vais dans le salon, je me mets sur mon ballon, je t'appelle quand il faut partir, quand je sens qu'il faut partir». Donc je reste 1 heure dans mon salon, sur mon ballon, je communique avec ma grande sœur, par message et je lui dis: «Ouais, ouais, je pense que, ça devrait pas tarder». Donc voilà, donc elle, ça l'a fait rire en même temps, de me voir ultra détendue comme ça. Et puis, à un moment donné, je commence à sentir que là, ça s'accentue, donc je vais prendre une douche chaude, voir si ça calme un petit peu et puis je vois que ça calme pas. Donc, à 4h15, je réveille mon conjoint et puis on part à la maternité tranquillement. Et puis là, on arrive et puis la sage-femme, elle me dit: «Oh oui, en effet, c'est pour maintenant, je crois». Ouais. C'est la même qu'on avait vue, juste dans la soirée. Et donc elle nous installe en salle nature et donc elle m'explique: «Je vous mets le monitoring pour voir un petit peu l'évolution et puis pendant ce temps-là, on vous fait couler le bain, tranquillement et puis après le monitoring, on vous met dans le bain». Sauf que, ben, j'ai pas trop eu le temps de profiter du bain parce que, ben, quand elle revient contrôler le monitoring, en fait, le cœur de mon bébé, il avait du mal à supporter les contractions, donc elle m'a dit: «Je veux juste être sûre qu'il arrive à récupérer à chaque contraction, donc je vous garde encore un peu sous monito». Ouais. Et en fait, à la fin du monitoring, je lui dis: «J'en peux plus, percez-moi la poche des os» et en fait, elle m'a percé la poche des os et dans la foulée, il est sorti. Incroyable. Voilà. Mmh.
Il est né D'accord. à 5h56, donc un peu plus d'1 heure après que je suis arrivée. Mmh. Alors Élodie, peut-être que je te pose la question maintenant, mais est-ce que tu as ressenti aussi comme, tu nous l'as dit tout à l'heure pour la première avec l'homéopathe, ce qu'il t'avait dit, lors du rendez-vous, est-ce que tu as senti aussi pour cette grossesse que tu, n'étais peut-être pas prête à ce qu'il sorte tout de suite ou pas? Non, alors pas du tout. Tu vois, c'est D'accord, assez drôle parce que vraiment ce postpartum, enfin vraiment, j'avais pas ce manque comme j'ai connu pour la grande. d'accord. Mmh, OK. Non, non, ouais, non, c'était vraiment totalement différent. D'accord, OK. Alors pour le coup là, l'allaitement pareil, ça s'est bien passé? Oui, tout de suite mise au sein, tout s'est bien passé, il a pris tout de suite le sein. Hem, Pas de rétention placentaire ce coup-ci, Oui, c'est donc ce que je voulais te demander, ouais, là, ouais, OK. non, non, le placenta est sorti, assez rapidement, donc j'étais vraiment très contente. Ouais, Hem, voilà et puis en fait, bah, pareil, ils nous ont laissés dans notre bulle, atterrir tous les 3 tranquillement. Donc là aussi, on était aussi dans l'obscurité. J'avais pas voulu la musique parce que je ne supportais pas la musique à ce moment-là, donc ouais. on a coupé la musique, mais voilà, j'étais dans le noir, on était dans le noir et puis on a fait connaissance tranquillement pendant, bah, les 2 heures, qui suivent l'accouchement Mmh. avant de monter en chambre. Ouais. Alors ce postpartum cette fois, puisqu'il était différent, puisque tu avais déjà ta fille qui était là, comment tu l'as géré notamment, avec la fatigue? Alors sur le coup, assez bien, Ouais, ça s'est assez bien passé. Après, j'avais un bébé qui dormait, que sur moi, d'accord. qui supportait pas d'être posé, la journée, il était tout le temps dans les bras, énormément au sein, je dirais pas H24 mais presque. Ouais, très, très souvent. Ouais, voilà et la nuit, bah, ouais, la nuit, il dormait sur moi et en fait, à un moment donné, ma demi-sœur, qui m'a dit: «Non, mais en fait, Élodie, là, c'est pas normal, il se passe quelque chose, faut que tu me l'amènes». Donc je lui amène et puis, en fait, elle fait une séance sur les 2 enfants. Du coup, elle m'a dit: «On va faire une pierre deux coups, on va faire les 2 enfants» Ouais, et en fait, de là, elle me dit: «Ah ouais, je comprends mieux». Elle me dit: «En fait, ton fils, il est intolérant au gluten, à la protéine de lait, il a, les intestins en vrac, il a l'estomac qui est complètement déréglé, donc il va falloir qu'on remette de l'ordre dans tout ça». Donc elle m'a dit: «C'est pour ça que ton fils, il est tout le temps comme ça, en fait. d'accord, Il est douloureux et en fait, c'est le seul truc qui te soulage, quoi». d'accord. Donc voilà, donc du coup, ben, obligée d'arrêter tout ce qui est gluten, produits laitiers, sachant que j'étais une grosse consommatrice de pain, donc ça a été très difficile pour moi. Mais voilà, j'ai trouvé beaucoup d'alternatives, donc ça, c'était cool. Donc une fois qu'il a vu la naturopathe, ça allait quand même mieux et donc il était suivi régulièrement. Hem, mais je commençais vraiment à être quand même très fatiguée, et je le sentais. Même si en fait j'avais la tête dans le guidon, donc en fait, je captais pas en fait ce qui se passait. Je restais debout en fait pour mes enfants, mais en fait c'est 2 ans plus tard où j'ai compris qu'en fait j'avais fait une petite dépression postpartum. Oui, c'est ça. Mmh. Voilà. En fait après le premier confinement, j'ai entamé une thérapie parce que je voyais qu'avec les enfants, j'avais plus aucune patience et que j'étais pas du tout la mère que j'avais envie d'être. Et je me suis dit: «Il faut que je fasse quelque chose, il faut que je prenne soin de moi là, en fait». J'ai pris soin de mes enfants pendant 4 ans. Je me suis mise de côté pendant 4 ans et là, il faut que je prenne soin de moi et donc j'ai compris, voilà, que j'avais fait une dépression postpartum, et surtout à la fatigue, s'est ajouté aussi le fait que, ben, j'ai dû reprendre le boulot, 3 mois et demi comme la plupart des mamans, Et oui. Mmh. et en fait, mon fils, il pleurait H24 chez la nounou. Donc c'était Mmh. Mmh, compliqué. hyper douloureux et intense, ouais. Mmh. Ouais, c'est ça et en plus, il buvait très, très peu. Enfin, il était gardé 11 heures par jour. Heureusement, il était gardé, 2 à 3 jours par semaine, mais il était gardé 11 heures quand même et en fait, il buvait 150 millilitres par jour chez la nounou. Waouh! Oh! Ouais, D'accord. donc en fait, il rattrapait le soir et puis la nuit, quoi, Ouais. Mmh. et en fait, les rendez-vous chez la naturopathe ont beaucoup, beaucoup aidé, même la nounou, enfin la nounou et j'avais totalement confiance en elle et elle, tous les jours, elle se servait de ses connaissances, en fait, pour essayer de trouver ce qui convenait à mon fils, pour qu'il Ouais. se le mieux possible et en fait, elle hésitait pas à tester, comment dire? À tester d'autres choses. Quand elle D'accord. voyait
ce qui fonctionnait ne fonctionnait plus, bah, elle allait tester autre chose donc voilà, elle s'est retrouvée dans des situations avec mon fils assez hors du commun. Ouais, j'imagine. C'est pas Mais évident voilà. non plus, c'est sûr, ouais. Mmh. Ouais, ouais, puis, bah, du coup, il dormait avec elle dans le salon parce qu'elle m'avait dit, dès qu'il se réveille, qu'il me voit, je vois que ça le rassure, donc je le garde avec moi dans le salon et il se rendort plus facilement, Ouais. donc voilà. Mmh. Et les rendez-vous chez la naturopathe ont aussi beaucoup aidé. On est passé des pleurs intenses tous les jours à une journée sur 2. Donc Ouais. la nounou quand j'y arrivais le matin, elle me disait: «Bon, hier, ça s'est bien passé, donc c'est bon, je suis prête. Aujourd'hui, je sais que ça va être la galère». Ouais, ouais. Donc voilà et puis au final après c'est rentré dans l'ordre et puis ça se passait très, très bien. Il finissait par faire des siestes de 3 heures chez nounou et voilà quoi donc ça c'était chouette aussi parce que j'ai eu la chance d'avoir une très, très bonne nounou qui est Oui. super. Mais moi j'avais cette culpabilité de laisser mon fils, chez une nounou pour aller travailler alors que je savais Ouais. qu'il avait besoin de moi quoi. Mmh. C'est sûr que Voilà. ça, c'est une vraie question et c'est un vrai sujet effectivement, que vous êtes en tout cas, nombreuses à penser en tout cas et à avoir les mêmes mots, les mêmes réflexions et les mêmes ressentis et cette culpabilité énorme aussi sur ce retour, précoce, faut le dire, hein. On fait partie en tout cas des pays où c'est un retour au travail très précoce. Donc, effectivement, c'est très intéressant ce que tu dis aussi sur l'impact que ça peut avoir sur le postpartum. Oui, oui et puis, ben, ça a été un peu le déclencheur en fait pour, comment dire? Pour revoir ma vie professionnelle quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est à ce moment-là que qu'il y a un tournant qui, s'amorce dans ta vie pro? Ouais, c'est ça. Bah, déjà, je montrais au boulot que j'étais moins disponible pour eux. Surtout que, ben, l'année où, en fait, j'ai repris le boulot, après mon 2e enfant, ils ont mis en place des nocturnes et moi, tout de suite à mon patron, je lui ai dit: «Moi, je vous préviens, je ne ferai pas les nocturnes». Donc c'était la première fois où je m'opposais à ma direction, où je lui ai dit: «Non, c'est pas possible, mon fils, il a besoin de moi la nuit. Déjà, la journée, c'est compliqué et je refuse de le laisser la nuit. Donc vous comptez pas sur moi la nuit». Il me dit: «OK, j'accepte pour cette année, mais l'année prochaine, je veux que vous en fassiez plus que vos collègues». Je lui dis: «On verra l'année». Waouh! Ouais, ouais, ouais. OK. Mmh. Aucune empathie. Donc je lui ai dit: «On verra l'année prochaine. Là, vous me foutez la paix avec mon fils». Voilà. Donc j'avais repris quand même à temps partiel, donc ça aussi, ils ont pas trop aimé, mais voilà. J'aurais pas laissé le choix et voilà, vraiment comme je te dis, c'était la première fois où en fait, mon boulot passait, après ma vie perso et ma vie familiale et c'est là où j'ai commencé à me dire: «Ouais, moi qui étais passionnée par les animaux, où j'aurais tout donné pour les animaux, il y a un truc qui est en train de se faire et il va falloir que je réfléchisse à tout ça». Ouais et puis il y avait la conjoncture aussi, le fait qu'il y a ce rapport à l'humain. Au-delà de ta passion pour les animaux, il y avait quand même le travail et le rapport aussi à la direction, aux collègues et au fait que tu t'imposes qui vient mettre un frein, en tout cas à poursuivre dans ce contexte-là. Oui, oui, c'est ça et en plus de ça, j'avais, bah, je leur avais dit que voilà, en tant que mère allaitante, j'ai droit à 2 fois une demi-heure pour tirer mon lait et que comme pour la première, je veux en bénéficier. Il m'avait dit: «OK», mais il m'avait dit par contre, il me l'avait clairement dit: «Vous, on vous allégera pas le travail. Donc en fait, votre journée de 7 heures, vous devez la faire en 6 heures». OK. Waouh, mais c'est incroyable. Mon Dieu. On travaille quand même avec des animaux, mais bon, bref. Mmh. Heureusement, j'avais un responsable, génial qui, soit m'envoyait des stagiaires pour m'aider à avancer plus vite D'accord, ou alors il venait prendre le relais au moment où j'allais tirer mon lait pour faire quand mon travail à même. ma Ouais. voilà. Mmh. Non, ouais, j'avais un responsable qui était quand même très ouvert. Après sa femme a allaité ses 2 enfants Ouais. donc ça a aidé aussi. Mmh. Donc voilà, mais c'est vrai que ça a cassé quelque chose. Le comportement de mon patron à l'époque, ça a vraiment cassé quelque chose J'imagine. Mmh. et donc voilà. Et alors justement, quand est-ce que tu as, ton troisième enfant et quand justement tu apprends cette, dernière grossesse, donc la dernière, je ne sais pas s'il y a encore d'autres projets derrière, mais en tout cas aujourd'hui, c'est la dernière. Mmh. Quand tu l'apprends justement, est-ce que tu as déjà quitté ton travail ou est-ce que tu vas le faire après ce troisième enfant? Alors, non, j'ai pas encore quitté mon travail. En revanche,
2 ans, un peu plus de 2 ans après la naissance de mon deuxième, en fait, j'ai commencé à faire les démarches pour mettre à mon compte, en D'accord, plus en plus de mon job. d'accord, Hem, donc voilà, donc j'ai fait quelques accompagnements, entre-temps et puis donc je suis tombée alors je me suis lancée à mon compte en août 2020 et en mars 2021, je suis tombée enceinte de mon troisième. d'accord. Alors justement, tu te mets à ton compte sur quel type, je sais pas si, tu as dit que tu étais doula tout à l'heure, mais sur justement cette formation de doula ou sur un autre accompagnement? Non, sur de l'accompagnement à l'allaitement, pour D'accord, commencer, parce qu'étant donné que j'avais aucune formation et qu'il y avait que l'allaitement, où je me sentais, légitime d'accompagner les mamans. oui, Donc voilà. Donc je proposais que uniquement des accompagnements allaitement pour commencer. d'accord, OK. Et lorsque je suis tombée enceinte de mon troisième, donc j'ai annoncé très vite au travail parce que physiquement, c'était compliqué pour moi. Mmh. J'avais beaucoup de nausées, j'avais beaucoup de vertiges, j'avais une sciatique de chaque côté, donc il y avait beaucoup de choses que je pouvais plus faire, Bah oui. Mmh. du moins seule. Donc je l'ai dit assez vite à mon patron qui, sur le coup, il l'a pas très bien pris, mais il a voulu garder la face en me disant: «Non, mais c'est une bonne nouvelle quand même». Ouais, OK, d'accord. Mmh. Voilà et en fait, il me l'a plus ou moins fait payer parce que je lui demandais d'anticiper mon départ, Mmh. étant donné que j'étais, on va dire que je gérais un des secteurs, donc les phoques à l'époque et qu'il prévoyait de créer une animation, pour l'été et il m'avait mis en charge de cette animation et donc je lui avais dit: «Écoutez, si vous voulez qu'on fasse une animation correcte, il va falloir anticiper mon départ pour que je puisse former la personne». Sauf que, à chaque fois que je lui demandais, il me disait: «Non, non, j'ai toujours personne» et j'arrêtais pas de lui dire: «Mais il faut que je la forme la personne». Et de là, il m'a dit à un moment donné, il m'a dit: «Mais votre congé maternité, il est au mois de septembre» et on était au mois de mai. Je lui dis: «Mais» je lui dis: «Vous m'avez vue?» Je lui dis: «Vous croyez vraiment que je vais tenir jusqu'au mois de septembre?» Je lui dis: «Pour mon deuxième, à 6 mois de grossesse, on me disait de me calmer». Je lui dis: «Alors attendez-vous pas à ce que j'aille jusqu'à mon congé maternité, en fait». Et de là, j'ai compris qu'en fait, il mettrait rien en œuvre pour me soulager. Donc j'ai dit: «C'est bon, je vais pas me prendre la tête à un moment donné, il faut que je pense à moi, à ma santé et à la santé de mon bébé». Donc je me suis fait arrêter. Et c'était assez dingue parce que donc, comme je disais tout à l'heure, j'avais une sciatique de chaque côté et en fait, le jour où j'ai pris rendez-vous chez le médecin pour me faire arrêter, les 2 sciatiques sont parties. C'est incroyable. Il y a toujours des liens aussi comme ça derrière. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais et donc j'en ai parlé au médecin et le médecin, j'ai été claire avec elle, je lui ai dit: «Écoutez, j'en peux plus, au boulot, ils font rien pour me soulager, en fait c'est pas possible de continuer comme ça» et je lui dis: «J'avais une sciatique de chaque côté et quand j'ai pris rendez-vous, bizarrement, les sciatiques ont disparu, donc je pense qu'il y a beaucoup de Mmh. qui rentrent en compte, donc c'est plus possible, arrêtez-moi» et elle m'a dit: «Aucun problème, moi je vous arrête», donc Ouais, j'ai été arrêtée du coup à 3 mois de grossesse. d'accord. Alors comment tu vis justement la suite de cette grossesse? Donc peut-être sensiblement comme les précédentes et cette fois cet accouchement alors. Est-ce que, il a été, serein jusqu'au bout ou pas, ce dernier accouchement? Alors, du coup, donc pour commencer avec la grossesse, alors, faut savoir que depuis la fin de ma première grossesse, j'avais développé des anticorps, D'accord. ça s'appelle des anticorps irréguliers. Alors, en général, c'est quand la maman elle est d'un groupe sanguin négatif. Moi, j'étais le groupe sanguin positif, mais j'ai un anticorps qui est négatif, donc du coup, mon corps a réagi, en fait. Ah d'accord. Voilà et en fait, pour mes 2 premières grossesses, ça a pas été, il n'y a rien eu de particulier, il y avait aucun protocole de mis en place et en fait, ma sage-femme m'a expliqué quand je lui ai posé la question, parce que moi je me suis retrouvée avec, du coup pour mon troisième avec un protocole, de ouf et je lui ai Mmh. dit: «Mais pourquoi maintenant pour mon troisième alors que j'avais ça aussi pour mon deuxième?» et elle me dit: «Bah, en fait, ils viennent de changer les protocoles. Maintenant, dès qu'il y a une présence d'anticorps, c'est prise de sang tous les 15 jours, échographie tous les 15 jours, hem et pour surveiller». Je lui dis: «Ouais, mais OK, enfin, pourquoi? Pourquoi? C'est quoi les risques, quoi?» Mmh. Elle me dit: «Parce qu'ils veulent vérifier enfin contrôler, il y a des risques d'hémorragie chez le bébé, hémorragie cérébrale», mais elle m'a dit: «Rassurez-vous, enfin,
il y a aucune raison que ça vous arrive, quoi. Enfin, ça Mmh. s'est tout très bien passé pour la deuxième grossesse, enfin voilà. Mais c'est les protocoles et puis vous êtes obligé d'être suivi par une gynécologue à l'hôpital à partir de 6 mois, parce que vous êtes considéré grossesse à risque. Et D'accord. quand je lui ai expliqué un peu au boulot comment ça s'est passé, elle me dit: «De toute façon, ne culpabilisez pas, en fait, si vous aviez pas demandé à être arrêté, moi j'aurais demandé à ce que vous soyez arrêté parce que, de toute façon avec le suivi que vous allez avoir, c'était pas possible». Ouais, c'est ça. Voilà. Donc du coup, bah, voilà, à 6 mois de grossesse, j'ai commencé à avoir une gynécologue à l'hôpital qui a commencé un petit peu à m'embêter, dans le sens où, en fait, ben, mon bébé avait une croissance, harmonieuse, Mmh. mais qui ne rentrait pas dans leurs normes. Donc voilà, donc j'ai eu ça aussi pour ma première et je lui dis: «Mais en même temps, enfin, je fais que des petits bébés, moi je suis petite, mon conjoint il est petit, enfin, ça paraît évident quoi que je fasse un petit bébé, enfin il pour moi ça me choque pas». Ouais. Et en fait, au cours de l'écho du 3e trimestre, bah, elle a commencé à un peu à demi-mot à me faire comprendre que je serais déclenchée à 38 semaines et là je regarde, je lui dis: «Donc en fait, vous me prévoyez un déclenchement?» «Ah oui, oui, vous serez déclenchée à 38 semaines». Je lui dis: «Mais pourquoi? Enfin, c'est quoi la raison?» «Bah, parce que votre bébé, sa croissance», je lui dis: «Mais enfin, je comprends pas en fait, sa croissance elle est harmonieuse, la courbe est très, très bonne, enfin, certes il est en bas des normes, mais enfin, tout va bien quoi, le rythme cardiaque il est bon, les échanges se font bien, je lui dis: «Je comprends pas». Elle m'a dit: Mmh. «C'est comme ça, c'est les protocoles, c'est comme ça». OK, d'accord et en fait, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que j'ai été suivie, ben, vu que j'avais une écho tous les 15 jours, donc je voyais, ben, différents gynécos et à un moment donné, je suis tombée sur la référente avec qui j'en ai discuté. Elle me dit: «Non, mais en fait, moi aujourd'hui, j'ai aucune raison de vous déclencher à 38 semaines». Elle m'a Mmh. dit: «Certes, c'est un petit bébé, mais en fait, tant qu'il suit sa courbe, enfin pour moi, ça me pose aucun problème. On va Mmh. mettre 2 monitos par semaine en place ben, pour contrôler parce que c'est un petit bébé qui sera peut-être un peu plus fragile». Mais elle m'a dit: «Là, moi, j'ai aucune raison de vous déclencher, en fait», donc et j'ai eu beaucoup de chance et qu'elle était très très disponible, avec qui Ouais. j'ai discuté justement du déclenchement et je lui dis: «Moi, je comprends pas qu'on veuille déclencher un petit bébé alors que, c'est des contractions quand même beaucoup plus intenses, qui fatiguent beaucoup plus et on va infliger ça à un bébé qui est plus fragile Bien sûr, et ouais. du coup qui va engendrer un risque de césarienne quand même beaucoup plus accru». Mmh. Elle me dit: «Je suis totalement d'accord avec vous, mais voilà», elle m'a dit: «C'est là où en fait, en tant que professionnel, on est obligé un peu de jauger le bon moment sans que ce soit trop anticipé, quoi». C'est ça. Donc voilà, après, bah, du coup, j'ai eu la chance de pouvoir aller à terme de ma Ouais. grossesse Mmh. sans aucun problème, même si c'était un bébé qui était quand même très calme. Les premiers monitos ont un peu interpellé la sage-femme parce Ouais. que vraiment, c'était un bébé qui avait peu d'activité physique. Et en fait, on s'est juste rendu compte que c'était son tempérament, que c'était un bébé très, très calme et d'ailleurs D'accord. je faisais que le dire au papa: «Tu verras, ce sera un bébé calme celui-là et tout» et même maintenant, ça reste un bébé qui est assez calme, assez posé, Ouais. donc voilà et donc arrivé, bah, le jour du terme, rendez-vous du terme à l'hôpital, pour les contrôles et tout le tralala, et puis, aucun signe d'accouchement forcément. Ouais. Et donc, ben, je reparle de ma peur du déclenchement. Je leur explique que je ne veux pas être déclenchée. Et donc là, on me repropose un décollement de membrane que j'accepte aussi. D'accord. Et et donc du coup, bah, en fait, ça a fait son taf. Au final, le travail s'est mis en route, dans la soirée Ouais. et donc on est partis à maternité le lendemain matin. Et puis j'ai accouché à 9h32. Mon fils était dans mes bras Mmh. Tout et s'est du bien coup, bah, passé. voilà, tout s'est bien passé. Bon, j'ai pas eu la salle nature, mais Ouais. parce qu'en fait, je suis arrivée, il y avait déjà une maman qui était en salle nature et la sage-femme, elle m'a dit: «Au vu de vos accouchements, je pense qu'on n'aura pas le temps de vous préparer la salle nature, mais on va tout mettre en œuvre, en fait, pour que vous puissiez, ben, vous recréer un cocon». Sachant que pour mon 3e, j'avais, évoqué avec ma sage-femme, le désir d'accoucher à domicile. Oui. Mais en fait, au vu de la grossesse dite à risque, ben, en fait, ça aurait pas été possible. Ouais.
Mais la sage-femme, on a eu encore une super équipe, on a eu beaucoup de chance. J'ai eu de la chance d'avoir une maternité qui sont quand même très ouverts à l'accouchement physiologique et ça aide. Ouais. Donc voilà, donc elle nous a mis en salle de naissance et avec le ballon, elle m'a dit: «Vous faites comme chez vous, mettez-vous à l'aise». Donc on s'est mis dans le noir, la musique, je me suis mise à 4 pattes sur mon ballon, et elle m'a dit: «Je vous laisse tranquille, vous gérez, vous m'appelez uniquement si vous avez besoin et je viens uniquement si vous avez besoin». Et au final, on l'a revue uniquement, pour accueillir le bébé. Mmh. C'est beau. Ouais, voilà. Chacun de tes accouchements, en définitive, a été fait dans une bulle? Oui, totalement, ouais, ouais, ouais. Et heu Mmh. et là, c'était assez incroyable parce que du coup, elle est arrivée pour accueillir le bébé. J'étais à 4 pattes sur la table et discrètement dans l'oreille, elle me dit: «Ne bougez pas, je gère». Et en fait, elle a accueilli mon bébé avec moi à 4 pattes sur la table. Mmh. Merveilleux. Et donc heureusement que tu es tombée sur elle quand même, hein? Oui, carrément, ouais, non, j'ai eu beaucoup de chance. Après, on a vu qu'elle était pas forcément au moment de me passer le bébé, on a vu qu'elle était pas forcément très à l'aise et qu'elle était pas habituée à accoucher les femmes à 4 pattes, Ouais. m mais elle l'a fait. Ouais, c'est ça, elle l'a fait quand même, quoi. C'est ça qui est Ouais. incroyable. Alors peut-être Élodie, maintenant je te pose la question tout de suite. Effectivement, je rebondis puisque tu viens de nous décrire tes 3 accouchements qui ont été chacun donc avec, leur lot de particularités, mais qui ont été en tout cas chacun, amenés à être dans une sphère intime, dans une sphère un peu comme un cocon, dans une bulle, tu l'as dit, dans la pénombre, à chaque fois, en lien avec, cet instinct, cette intuition aussi. Est-ce que tu peux nous dire justement si le contact que tu as eu avec les animaux pendant plusieurs années, notamment les mammifères, c'est ça qui a en tout cas donné cette sorte de confiance et cette volonté d'accoucher de manière physiologique dans ce contexte-là? Alors après, avec le recul, je pense que oui, que ça m'a ouvert des portes dans le sens où, moi, en tant que soigneur animalier, j'ai vu très peu de mises bas, tout simplement parce qu'en fait, on arrive un matin et le bébé est déjà né. Ouais, Parce qu'en fait, les animaux, la plupart mettent bas la nuit. Donc voilà et puis en fait, on arrive, enfin, tout va bien. Le bébé va bien, la maman va bien, tout s'est très bien passé. Le bébé tète, la maman est collée à son bébé, et en fait, ils ont besoin de personne. c'est ça. Mmh. Voilà. Et en fait, les peu de mises bas que j'ai pu voir en journée, ont souvent nécessité, de qu'on intervienne. Mmh. Heu, Moi, je mets ça sur le dos du stress, en fait, parce que Mmh. l'animal, c'est en pleine journée, il y a du monde, il y a des visiteurs. Nous, on est obligés de respecter des protocoles, en fait, pour mettre en sécurité l'animal, ce qui génère aussi du stress, et ce qui est c'est difficile, c'est est-ce qu'on laisse le stress des visiteurs ou on crée du stress pour isoler l'animal, pour que l'animal soit en sécurité, entre guillemets. Ouais. C'était un peu, à chaque fois, c'était des réflexions qu'on était obligés de se faire, mais on voyait très bien du coup que, le stress avait un impact. Avait un facteur en tout cas était un facteur important sur, la mise bas. Alors je sais qu'en call préparatoire, tu m'as parlé d'une anecdote notamment, heu, très, explicative, notamment sur ce stress-là, sur ce facteur, stress, sur, les girafes. Est-ce que tu pourrais notamment, nous en dire un petit peu, nous partager aussi cette anecdote que tu m'as dit, en off? Ouais, alors, on avait 2 femelles reproductrices et donc il y avait une des femelles, les mises bas se passaient toujours très, très bien et d'ailleurs se passaient la nuit en général. Et donc on arrivait au petit matin, le bébé était né, il tétait, collé à sa maman, tout allait bien. Mais on a une deuxième femelle qui, a vécu une première mise bas très, traumatique et puis au final, la plupart du temps, elle mettait bas, en journée. On arrivait le matin, ça commençait à se mettre en route et c'est là où c'était plutôt difficile pour nous parce que forcément, il y avait du public. Donc la question qui se posait, c'était: «Est-ce qu'on la sort avec le reste du groupe et on prend le risque qu'il y ait du stress par rapport aux visiteurs et que du coup la mise bas se passe mal, ou alors on la garde en bâtiment en prenant le risque qu'elle soit stressée d'être éloignée du groupe, parce qu'il faut savoir que les girafes vivent en groupe,
Mmh. et que quand elles sont isolées, c'est vraiment un stress très intense pour elles, étant donné que ça reste des animaux, ben, c'est des proies dans la Mmh. nature, donc voilà, donc quand elles sont seules, enfin, elles se sentent en danger et en fait, sur les premières mises bas, on a pris parti de l'isoler du groupe bah, pour la mettre en sécurité et puis, ben, créer un environnement, sécure pour l'arrivée du bébé, étant donné que, ben, le bébé, il fait une chute quand même de d'1,50 m, 2 Ouais. mètres. Mmh. Mmh mh. Donc voilà, donc on la mettait dans un box qu'on paillait tout autour pour justement, bah, amortir un peu la chute et que ça se passe pas sur le béton ou je ne sais quoi. Mais malheureusement, en fait, ça générait beaucoup de stress chez elle qui, même si la mise bas en soi se passait bien, en fait, c'était le après qui se passait mal, où du coup, elle arrivait pas à créer de lien avec son bébé et elle rejetait le bébé. Mmh. Donc ce qui fait que, ben, on était obligé de biberonner le bébé et malheureusement, ben, sur des herbivores, le biberonnage a très peu de chances en fait de donner de bons résultats parce que le système digestif chez la girafe, enfin chez les herbivores pardon, a encore plus besoin du colostrum en fait pour se construire correctement. Alors justement, après, qu'est-ce qui en tout cas, tu m'as expliqué effectivement, comment elle est arrivée à créer ce lien avec, son girafon. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Ouais, alors, bah, du coup, donc les girafons que nous avons élevés au biberon, et enfin, où on a dû intervenir pour l'isoler, au final, ben, malheureusement, n'ont pas survécu, hem, par rapport au fait que, ben, ils avaient pas ce colostrum qui était, ben, du coup, vital pour eux. Ouais, Au final, ben, l'avant-dernière mise bas, s'est faite dehors. Le parc était fermé à l'époque. Donc pas de visiteurs. Donc du coup, ça s'est fait, bah, du coup, au milieu du groupe ouais. et heu et au final, ben, elle a élevé son bébé. C'est ça, c'est ça. Voilà. Alors dans le contexte, en fait, c'est ce que tu veux dire par là, c'est qu'en respectant, en fait, aussi ce dont elle a besoin, donc avec ce groupe, sans le stress aussi des visiteurs peut-être et sans, l'impact peut-être de l'homme. Alors je sais pas s'il y a un impact ou pas, je parle de vous peut-être, à être, acteur dans sa mise bas. Elle a réussi, à mener à bien donc, sa mise bas et créer ce lien avec le petit, c'est ça? C'est ça, oui, oui, oui. Bah, du coup, ouais, ça la met dans un contexte plus rassurant et du coup, bah, ça a vraiment favorisé, le lien, quoi, avec, Le lien d'attachement, ouais. Ouais, ouais. Alors ce que tu as pu observer en tout cas à travers les différents animaux, alors là peut-être on va se focaliser plus sur les mammifères en tout cas, c'est vraiment, que voilà, quand ils sont dans un contexte, dans un environnement aussi, qui est sécure pour eux, mais aussi en lien avec, le monde dans lequel ils sont d'origine aussi, sans, ce vecteur et ce facteur du monde, du public autour, l'instinct en tout cas animal est préservé, il y a moins de risques. Je parle vraiment là de l'enfantement, enfin de la mise bas en tout cas. Il y a moins de risques en tout cas pour, la maman et le bébé. oui, moi, c'est vraiment ce que j'ai pu observer dans mes 10 ans d'expérience. Il y a une seule fois où la mise bas s'est passée la nuit et qu'on est arrivé au petit matin. Le bébé était né, mais il était mort. Heu heu, voilà, bon, on n'a jamais su le pourquoi du comment, mais en tout cas, c'est arrivé une seule fois sur toutes les mises bas que j'ai pu connaître, qui se sont passées la nuit. Alors est-ce que toi, Élodie, tu as eu en tout cas un autre, fait marquant ou une autre, histoire à nous raconter, sur, ces animaux, en tout cas avec lesquels tu étais en contact, dans ton métier de soigneuse? Oui, alors, en fait, quand je suis arrivée dans le parc où j'ai travaillé pendant 8 ans, il y a une petite femelle chimpanzé qui est née 2 mois avant que j'arrive. Oui, Heu, j'ai vraiment eu cette chance, en fait, de la voir grandir, évoluer et de voir aussi sa maman, ben, comment elle a pu la materner, comment elle a pu, l'aider bah, grandir. ouais. En plus, j'ai eu la chance, du coup, à la fin de ma carrière de soigneur animalier, de travailler pendant, bah, 2 ans avec elle. Donc voilà. Hem, du coup, voilà, quand elle est née, déjà, elle est née en pleine nuit. Ouais.
c'était un bébé surprise. Les soigneurs, ils s'y attendaient pas du tout. La maman, elle a carrément réussi à cacher la grossesse. Incroyable, ouais. Et donc, ils sont arrivés un matin, surprise, il y avait un bébé, collé à maman en portage. Ouais, ouais. Donc voilà, c'était assez magnifique. Hem, Faut savoir que, moi, quand je suis arrivée sur le secteur donc, des primates, donc elle avait 6 ans et Mmh. elle était toujours allaitée. Et c'est souvent qu'en animation, elle venait prendre sa petite tétée, vers maman, donc les gens ils étaient émerveillés en disant: «Mais elle a quel âge?» Donc je leur disais: Ouais. elle a 6 ans et oui, le sevrage naturel chez les grands singes, c'est aux alentours de 6-7 ans, donc vous voyez, elle est encore allaitée, donc voilà et en plus de ça, la maman, elle la portait encore énormément. Ouais. C'était voilà, elle se déplaçait beaucoup sur le dos de sa maman. Souvent aussi sa tante prenait le relais. Quand la maman n'était pas disponible, la tante prenait le relais donc voilà, c'est le fameux village dont on parle beaucoup et Mmh. qui n'existe plus chez nous. Chez les primates, qui vivent en groupe, il est encore très présent. Ouais. Heu, donc voilà et moi j'ai trouvé ça tellement, mais tellement merveilleux et je me suis dit: «Mais comment nous, on peut être coupés de tout ça en fait, Mmh. qui est tellement naturel chez nous qui sommes aussi des primates?» Mmh. C'est très fort en tout cas et je te remercie Elodie de nous avoir partagé aussi, cette anecdote qui fait fortement référence aussi à ce maternage proximal, une notion qu'on utilise aussi beaucoup Mmh. aujourd'hui et ce lien en tout cas, d'attachement, ce contact, en permanence et effectivement, sur le sevrage, naturel, avec cette petite chimpanzé qui a 6 ans peut-être encore, sa maman, c'est extrêmement fort et extrêmement beau. En tout cas, c'est un beau message que la nature nous fait passer donc merci Elodie. Alors ce travail-là donc, tu l'as dit, donc tu l'as, quitté a posteriori, de la naissance de ton dernier enfant, Voilà. et donc qu'est-ce qui t'a amené en tout cas à cheminer vers le métier, de doula et de coach parental aussi que tu exerces aujourd'hui? Alors parce que mais en tant que maman, j'ai pris conscience en fait de l'importance d'accompagner son enfant, dans ses besoins, dans ses émotions, dès ma première. Ouais. Heu, comme je l'ai dit, donc j'allaitais, je ne la laissais pas pleurer, hem et en fait, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de conseils non sollicités «Faut la laisser pleurer, elle va faire ses poumons, si tu réponds à ses pleurs, en fait, elle saura jamais se calmer toute seule. Mmh. Quand est-ce que tu vas arrêter? Quand est-ce que tu vas lui donner du vrai lait?» Alors ça m'avait choquée. «Quand est-ce que tu vas lui donner du vrai lait?» Waouh! Mmh. Elle est pas mal celle-là. C'est quoi le vrai lait? Si c'est Mmh. ta maman. Mmh. Enfin bon et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de mamans, qui vivaient, ce que je vivais moi et qui se retrouvaient pas du tout dans les conseils qu'on leur donnait et qui étaient complètement perdues et c'est vrai que moi j'adorais du coup j'adorais parler accouchement, j'adorais, écouter les mamans me raconter leur accouchement, leur allaitement, comment elles vivaient leur parentalité, et là en fait, je me suis dit que c'était une piste pour ma reconversion. Donc j'ai réfléchi pendant longtemps. Donc comme je disais, j'ai commencé par proposer de l'accompagnement à l'allaitement et puis après, j'ai découvert, le coaching parental. Donc j'ai commencé à me former, sur ma fin de grossesse, de ma troisième grossesse, hem, au coaching parental. Hem et puis, en parallèle, j'ai fait aussi une formation en communication non violente. Parce que ça me paraît en fait essentiel d'avoir une communication saine avec, que ce soit avec notre entourage, avec nos enfants, avec notre conjoint, pour faire respecter nos besoins tout simplement et qu'ils soient mieux compris. Souvent quand on exprime un besoin, on l'exprime d'une manière qui vient, accuser l'autre en fait. Alors qu'on peut très bien exprimer son besoin et le faire comprendre de manière à tout simplement dire: «En fait, j'ai juste besoin de ça, quoi». Au lieu de dire: «Oui, tu fais pas ça», voilà. Donc et en fait, je me suis dit: «La communication non violente marche avec les adultes, mais fonctionne aussi avec les enfants pour les faire coopérer plus facilement et aussi pour leur apprendre à la manière
dont on exprime nos besoins. Donc voilà, donc je me suis formée à la communication non violente et puis après donc j'ai cherché pendant plusieurs mois une formation de doula parce que je me suis dit en fait la doula c'est ce qui regroupe tout ce que j'aime. Et donc j'ai mis plusieurs mois à trouver ma formation parce que je voulais quand même une formation qui soit adaptée à mon quotidien de maman et que je puisse faire à mon rythme. Donc voilà, donc j'ai trouvé une formation à distance, donc qui est une formation de coach et de doula et coach périnatal, pardon, D'accord. qui m'a pris plus d'un an et que je viens de finir Oui, c'est enfin. ça. Oui. Voilà et donc je commence, tout doucement Mmh. les accompagnements. En plus de cette formation, il faut savoir que j'ai aussi fait une autre formation pour être doula-guère. Donc, c'est doula-guère, c'est les grossesses à risque élevé. D'accord. Heu, avoir en ayant été en fait, en ayant vécu une grossesse dite à risque, j'ai connu le stress que c'est d'être considérée, comme pathologique et C'est ça. Mmh. voilà, ça me tient à cœur de pouvoir proposer un accompagnement et puis, bah, pouvoir, hem accompagner les mamans comme moi j'ai eu la chance d'être accompagnée par ma sage-femme. Mmh. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette formation-là et je me suis aussi, récemment formée au sommet de l'enfant de 0 à 6 ans. Mmh. Extrêmement riche en tout cas et ce parcours-là que tu viens de nous dire, de nous décrire en tout cas, c'est extrêmement beau. Donc là, en fait, les portes s'ouvrent à toi, maintenant que tu as toutes ces formations, si je comprends bien? Tout à fait. C'est ça, c'est ça. Ben, on suivra en tout cas ton ascension aussi sur les réseaux parce que tu partages aussi, tout ce que tu, apprends, tout ce que tu entreprends et aussi cet accompagnement sur les réseaux, sur ton compte Instagram aussi. Alors peut-être Mmh. Élodie pour terminer, cet épisode, quel est le message alors tu en as passé plusieurs au cours, de cet épisode, mais quel est le message vraiment, que tu souhaiterais faire passer aux mamans qui nous écoutent aujourd'hui? Mouais, alors, se faire confiance. Je pense vraiment que c'est la clé de tout, de se faire confiance parce qu'en fait, on a les capacités d'accoucher de manière physiologique. Heu, parce qu'accoucher est un réflexe. Sauf que le monde médical, hem, ben, de par le suivi, nous renvoie que la grossesse et l'accouchement sont pathologiques parce qu'eux, c'est ce qu'ils apprennent dans leurs cours, hem, bah, tout au long de leur parcours, d'études. Mais mais ça reste, voilà, ça reste un réflexe, et le corps, il est fait pour accoucher. Enfin, si on respecte notre corps et tout ce qui est mis naturellement, en œuvre comme la gravité, le mouvement, qui sont des choses qui facilitent l'accouchement, ben, en fait, il y a aucune raison qu'il y ait besoin d'intervenir. Après, évidemment qu'il y a des cas quand même exceptionnels, hein. Je ne sais pas, mais voilà, en règle générale, le corps est fait pour. Donc voilà et puis faire confiance aussi à son bébé parce que son bébé, il sait faire. Si on lui dit de faire, il sait faire en l'accompagnant par le mouvement, encore une fois. Le mouvement va lui permettre bah, d'aller plus facilement, de passer plus facilement dans le bassin et d'accompagner donc ces mouvements. Donc voilà et aussi d'écouter les besoins de nos bébés, leurs besoins qui sont fondamentaux. Évidemment qu'il y a le besoin d'être nourris, hydratés, d'être soignés, d'être propres, mais avant tout, pour moi, le premier besoin d'un être humain et d'un mammifère, c'est le besoin d'interaction et le besoin de liens sociaux. Hem, enfin, s'il y a pas ça, en fait, le bébé peut se laisser mourir donc que j'oublie aussi, c'est, de s'écouter et de ne pas s'oublier aussi. Voilà. C'est ça. Mmh. C'est tellement D'abord important. Mmh. d'abord on prend soin de nous pour pouvoir être capable de prendre soin de son bébé. Exactement. Non, non, c'est vraiment très, très fort et vraiment Élodie, je te remercie vraiment pour cet échange. Je te remercie aussi pour, cette force et ce courage parce que c'est vrai que je le dis pas assez, mais c'est quelque chose aussi de pouvoir venir au micro et déposer aussi son histoire, les prémices de sa maternité, parce que j'imagine, voilà, là, tu avais, en tout cas,
une contrainte en quelque sorte aussi au niveau du timing de cet enregistrement, mais j'imagine qu'il y a tant d'autres choses aussi que tu aurais pu nous partager sur cette Oui. maternité, c'est évident. Mais déjà, je voulais vraiment te remercier pour cet effort aussi que tu as fait de nous transmettre une partie de ton histoire, de ta maternité, et aussi cette vision aussi sur le côté animal, mammifère, à travers ton parcours aussi en tant que soigneuse dans un parc animalier. Donc vraiment, Élodie, je te remercie pour cet échange et je te souhaite en tout cas de merveilleux accompagnements pour la suite, pour cette nouvelle voie qui s'offre à toi. Et merci de m'avoir fait confiance. Bah, merci à toi de m'avoir accueillie dans ton podcast. Enfin, c'était un grand plaisir pour moi de partager tout ça. Ça me semble tellement important en fait de pouvoir redonner confiance aux mamans qui sont tellement coupées de tout ça. Donc, Tellement. donc, Merci beaucoup, Élodie, et à bientôt. à bientôt. Merci à toi. Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker mon podcast, mais aussi à t'abonner à mon compte Instagram Mamel le podcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mamel, c'est aussi un site internet, mamel.fr, où tu retrouveras des informations précises sur les différentes façons d'incarner sa maternité, mais aussi une boutique en ligne où tu pourras t'offrir ou offrir un coffret envoûtant, original, avec des trésors venus d'ici et d'ailleurs. Alors n'hésite pas à parler de Mamel autour de toi. Cet épisode est terminé. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, mais en attendant de se retrouver, maman n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.